de ces magazines dans la personne de Godépoï. Il est pasteur mais aussi professeur des universités et aussi économiste. Bienvenue. Merci Marlon. Vous allez bien? Très bien même. Première question, de manière générique. Quelle est l'importance d'un code minier dans un pays comme le nôtre, la RDC? Merci beaucoup. Depuis que le Congo existe, il est de notoriété que notre croissance a été essentiellement tirée par le secteur minier. Il va de soi que le code minier revêt une importance capitale par rapport non seulement à l'avenir de notre économie, mais surtout au devenir de notre pays. Donc, ça a toujours été la réforme phare dans notre pays. Et l'intérêt qu'a suscité la promulgation de ce nouveau code, voudrais-je dire, est lié au rôle que jouent les mines dans notre économie. Alors, le nouveau code est enfin promulgué par le chef de l'État. Quelle différence pouvez-vous faire par rapport à l'ancien code et celui qui vient d'être promulgué par le chef de l'État? Merci beaucoup. Je crois que les innovations, nous allons les faire à 4 niveaux. Il y a d'abord l'innovation au niveau de l'organisation du secteur. Et il y a les innovations au niveau du régime fiscal. Il y a des innovations au niveau de la gouvernance. Et il y a des innovations à ce qui concerne le contenu local de ces codes. Mais avant d'en arriver, je voulais faire quand même un petit balisage historique. Parce que j'ai entendu les gens dire que les codes de 2002 étaient avantagés par rapport aux miniers. Non, il ne faut pas débuter des sornettes. Les réformes économiques ne doivent pas mutiler les réalités d'un État. Pourquoi les codes de 2002 faisaient la part belle aux investisseurs? C'est tout simplement, pour ceux qui connaissent l'économie du développement, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rostow qui l'a dit avant moi, c'est que le développement d'un État se fait État par État. Nous sommes en 2002, nous sortons d'une guerre, la fragilité de l'État était telle qu'il fallait appâter les investisseurs. C'est attirer les investisseurs. Il fallait rendre le secteur attrayant. Donc c'est comme ça dans tous les pays des hommes normaux. Il ne faut pas que les gens racontent des choses en disant qu'on avait fait la part belle aux opérateurs miniers. Les contextes de l'époque exigeaient cela et j'ai l'autorité de le dire. C'est ce code en fait qui a rendu le secteur attrayant et qui nous a amené la croissance économique. Et je dois le dire, je dois le répéter parce que ce que j'ai dit, dès l'aurait dit, s'il a été demandé de le dire, c'est que c'est ce code minier de 2002 qui nous a amené la croissance dans ce pays. Alors, maintenant, pratiquement 16 ans après, le contexte a changé. Il fallait revisiter ces codes. Et si tu fouilles dans tes archives, tu aurais remarqué que c'est moi et toi qui avons, je ne veux pas dire que le gouvernement nous a suivis, non. Si tu regardes, si tu farfouilles dans tes archives, tu verras que pendant que la Banque mondiale proposait déjà une redevance minière aussi entre 3,5% et 6%, moi et toi sur ces plateaux, nous avons dit qu'il fallait monter à 10%. Exactement, ce qui a été fait. Donc je ne dis pas, non, ça a été une simple coïncidence. Donc c'est pour vous dire que le contexte de 2002 exigeait cela parce que lorsque vous voulez rendre un secteur attrayant, il faut améliorer le climat des investissements, notamment par la fiscalité. Maintenant que le secteur a été attrayant, que nous sommes en train d'évoluer, il était temps qu'on puisse revisiter ces codes. Et contrairement à ce que les gens pensent, vous savez que quand c'est fait mal, nous dénonçons. C'est pourquoi nous avons dénoncé la TVA mal conçue et mal appliquée. Nous allons dénoncer la mauvaise réforme des entreprises publiques. Mais pour l'actuel code minier, il est impeccable. Évidemment, nous allons faire des suggestions par rapport à son exécution. Mais quand c'est bien fait, c'est bien fait. Il est impeccable. Oui, et je vais expliquer ce que peut-être la population a déjà oublié. C'est que nous sommes au mois de juin 2013. Du 8 au 9, le gouvernement avait organisé au Grand Hôtel Kinshasa un forum sur la croissance économique.
en RDC. Les orateurs étaient venus de partout, de l'université d'Harvard, mais celui qui avait vraiment mis les couteaux dans la plaie, c'est le professeur Maris de l'université de Liège. C'est lui qui avait planché sur la partie minière de l'économie congolaise. Et c'est depuis ce jour-là que le débat a été lancé sur la réforme minière dans notre pays. Évidemment, cette fois-ci, le gouvernement a pris quand même du temps. Et vous verrez qu'en 2016, à la demande du gouvernement, la Banque mondiale a fait même une note par rapport à cette réforme. C'est à cette occasion-là que la Banque mondiale estimait qu'il fallait garder 3,5% comme redevance à ce qui concerne les métaux précieux, tandis que pour les pierres précieuses, il fallait monter à 6%. Moi et toi, sur ce plateau, nous avons dit que c'était injuste. Il fallait monter jusqu'à 10%. Tout simplement parce que j'avais compris que soit la Banque mondiale n'avait pas bien la maîtrise de la question, ou peut-être, je ne dis pas qu'elle a été influencée, mais nous trouvons que c'était trop bas. Je suis content que le gouvernement ait retenu... Par rapport à la redevance des 10%, oui. Qui est frustré et qui gagne? Voilà. C'est-à-dire que l'argent, c'est quelque chose de précieux. Et ce n'est toujours pas déguetté de quel constat de saisie. La fraude fiscale existe même en Occident. C'est tout à fait normal que les miniers puissent se rendre compte qu'ils vont quand même débourser plus que ce qu'ils payaient par le passé. Et cette redevance qui a été ramenée à 10%, ce n'est pas pour tous les métaux précieux, c'est seulement pour le cobalt. Pour le cuivre, par exemple, on est resté à 3,5%. Donc les multinationales doivent comprendre qu'aujourd'hui, le Congo doit vivre de ses ressources naturelles. Je l'ai toujours dit que la croissance économique a 4 roues, et la première roue, ce sont les ressources naturelles. Donc si nous n'avons que ça, nous avons l'avantage comparatif. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la Banque mondiale lorsqu'elle dit que parmi les meilleures pratiques en Afrique, la redevance aussi est entre 3,5 et 5%. Non. Nous avons un avantage comparatif dans le secteur minier par rapport aux États auxquels se réfère la Banque mondiale. Alors donc nous avons un avantage comparatif. C'est tout à fait normal que nous ayons une redevance assez élevée. Et d'ailleurs, si nous avons suggéré à son temps, moi et toi, qu'on s'arrêta à 10%, c'était tout simplement en tenant compte des contraintes énergétiques. Parce que vous savez que les sociétés minières chez nous ont quand même des charges supplémentaires, parce qu'il y en a même qui importent l'électricité de la Zambie. Mais nous demandons au gouvernement, au même moment, de profiter de cette manne pour faire accélérer le projet d'Inga. Et dès que nous serons capables de fournir de l'électricité à tous ces miniers, nous allons un pays comme le Chili, qui ont une redevance minière aussi entre 20 et 30%. Alors, vous avez fait tout à l'heure allusion aux innovations, aux différentes innovations qu'on retrouve dans ces nouveaux codes miniers promulgués par les chefs de l'État. Quels en sont les véritables avantages par rapport aux innovations? Lorsqu'on parle par exemple de l'organisation du secteur, vous verrez que les codes aménagent un espace. Donc d'abord, le code définit la coopération minière et aménage un espace pour l'exploitation artisanale. Quel est l'avantage de cette disposition? C'est que lorsqu'il y a l'exploitation artisanale est autorisée par l'État, sécurisée par l'État, il y a possibilité de créer une classe moyenne. Donc vous voyez cette jeunesse qui est pratiquement sans avenir parce que le pays va mal, a la possibilité de se retrouver aujourd'hui dans des zones minières, procéder à l'exploitation artisanale. Ils peuvent avoir des ressources pour notamment entrer même dans l'actionnariat des entreprises minières. Et ça, c'est sur le plan de l'organisation du secteur. Mais à ce qui il y a maintenant, sur le plan du régime fiscal, parce que c'est cela qui a intéressé beaucoup de gens, sur le régime fiscal, il y a beaucoup d'innovations. Nous commençons d'abord avec l'IBP, donc l'impôt sur les bénéfices. Vous aurez remarqué qu'avec l'ancien code, on pouvait payer 30%. Et là encore, les mécanismes d'amortissement venaient aménuiser l'assiette sur laquelle devait se supposer l'impôt sur les bénéfices. Parce que pour ceux qui connaissent un peu la fiscalité
congolaise et même d'ailleurs, ils savent que le résultat fiscal a toujours été différent du résultat comptable. Alors, lorsque on avait, sous l'empire du Code de 2002, on avait autorisé aux sociétés minières de procéder aux amortissements dégressifs. Pour ceux qui connaissent la comptabilité, savent qu'il y a l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Donc, cette méthode d'amortissement faisait que les miniers amortissaient trop vite leurs outils de production. Et lorsque les amortissements sont très importants au commencement, ça fait partie des charges de la société, d'une manière telle que lorsqu'il faut maintenant déterminer les résultats comptables ou les résultats fiscaux, les charges sont plus importantes que les produits et l'assiette fiscale, à ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices des sociétés, s'amenuisait. Donc l'assiette était petite. Alors maintenant que les nouveaux codes obligent les sociétés minières de procéder à l'amortissement selon les règles dictées par les codes fiscaux de notre pays, cela veut dire qu'il y aura de moins en moins de charges et l'assiette fiscale va s'élargir. Déjà, rien qu'avec l'impôt sur l'IBP, on va gagner non seulement parce qu'ils seront désormais alignés au taux de 35%, mais on va gagner également parce que l'assiette va s'élargir. L'autre innovation, c'est l'impôt sur les super-profits. Il y a super-profits quand, selon les législateurs, c'est lorsque les bénéfices réalisés dépassent d'au moins 25% les bénéfices projetés dans les cas de business plan. Pour ceux qui connaissent l'économie d'entreprise, ils savent que chaque société, lorsqu'elle est créée, elle a un business plan. Dans ce business plan, on décline les charges et les produits de manière à faire des projections sur les bénéfices qu'on peut réaliser. C'est ainsi que lorsque les sociétés minières signent des contrats ou des conventions avec la République, il y a déjà des bénéfices qui sont projetés. Mais comme vous le savez, au niveau de la London Metal Exchange, il y a toujours des périodes ensoleillées pour les métaux rouges notamment. Il peut arriver que les prix puissent grimper. Alors, quand les prix grimpent, il y a des bénéfices inattendus qui dépassent les bénéfices qui étaient projetés dans les cas de business plan. Alors, là, l'État dit que lorsque ces super profits dépassent 25%, je dois lever 50% sur les super profits. Et au-delà de cet aspect, c'est la redevance minière elle-même. C'est pour dire que, comme je disais toujours aux gens, que la DGRAD était une régie de l'avenir, elle a du pain sur la planche. Parce que j'espère que Timo me donnera le temps pour que je puisse donner les conditions dans lesquelles ce code peut être servant de la République. Surtout, ça sera du leur. Donc, nous avons maintenant une redevance minière qui oscille entre 3,5% et 10%. Et les 10%, c'est essentiellement pour le cobalt. Cela veut dire que sous l'empire du Code de 2002, la redevance oscille entre 2 et 4,5%. Il y a une augmentation d'environ 5,5% ce qui concerne le cobalt. Et au regard de l'environnement économique actuel, parce que j'ai entendu les gens dire qu'avec les véhicules électriques, bon, ce n'est pas automatique. Il faut que les gens le savent, que c'est pour cela que les États-Unis d'Amérique n'ont pas voulu ratifier l'accord sur le réchauffement climatique. Ils n'ont pas voulu ça. Parce que j'entends les gens faire un peu... donc je ne veux pas choquer les gens ici. Vous avez vu pourquoi pour qu'on puisse vraiment entrer en plein dans les véhicules propres, que j'appelle de tous mes faits, il faut impérativement que tous les États du monde puissent appliquer l'accord sur le réchauffement climatique. Et si les États-Unis parvenaient à appliquer cet accord, ça sera un boom minier et particulièrement cobaltien, d'une manière telle que le cobalt et le cuivre seront recherchés dans tous les pays du monde, parce que ce sont les métaux en fait qui entrent dans la fabrication notamment des véhicules électriques. Et là, la demande sera forte. Lorsque la demande est forte, ça élargit également l'assiette dans ce sens-là. Alors maintenant, je voulais parler du contenu local de ces codes.
Le contenu local de ces codes, c'est qu'il oblige aux sociétés minières d'avoir dans leur actionnariat au moins 10% pour les autochtones. C'est comme ça que ça se passe au Nigeria, à ce qui concerne les produits pétroliers. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une société minière qui veut investir au Congo, il doit réserver quand même dans son actionnariat au moins 10% à la population locale. Et le deuxième élément qui concerne le contenu local, c'est la part sans contrepartie de l'État. Sous l'empire du Code de 2002, cette part était de 5%, mais elle passe aujourd'hui à 10%. Cela veut dire que le portefeuille de l'État va gonfler et tout ça, ça va générer de nouveaux revenus pour la République. Et à ce qui concerne la gouvernance, les nouveaux codes appuient les toxins sur l'Association nationale pour l'environnement. Donc, l'exploitation minière, son retour des bâtons, c'est notamment la destruction de l'environnement. Et de ce côté-là, il y a quand même des mesures qui ont été prises d'une manière telle qu'il faut préserver l'environnement pour que nous soyons effectivement dans l'économie, dans un développement durable. Et je voudrais aussi relever ici que les nouveaux codes appuient les toxins sur la responsabilité sociale de ces entreprises. Lorsque ces entreprises viennent, elles doivent penser également au développement du patelin. C'est ça le vrai problème. Oui. Je voulais même poser ces questions-là. Comment on va arriver à maîtriser cette gouvernance du secteur minier et surtout la capacité réelle de notre système administratif qui pose problème par rapport... Le nouveau code minier est là, mais il faut vraiment réglementer les choses. Mais c'est là que je voulais en venir. Le code il est impeccable. Pour ceux qui pensaient que nous faisons la critique pour la critique, donc nous critiquons quand c'est mal fait. Mais l'actuel code, il est impeccable. Mais maintenant, quel est le problème? Contrairement, parce que j'entends tous les gens dire que maintenant, vous allez voir. C'est le même discours qu'on avait entendu lorsqu'on avait annulé notre dette. Et j'étais passé toujours sur ce plateau pour dire que ça n'aura pas un grand impact. Parce que les grands malheurs, les grands problèmes du Congo, c'est la gouvernance. Et cette gouvernance, ce n'est pas tellement au niveau du top management, mais c'est au niveau des middle line managers. Le problème, c'est que le Congo n'a jamais manqué de bons textes, mais c'est au niveau de leur application, c'est au niveau des managements. C'est ainsi que là, je voudrais vraiment revêtir mes oripeaux de pasteur pour dire aux uns et aux autres que la superstructure de l'État nous a promulgué un code développementaliste. C'est maintenant à nous, les acteurs, qui allons appliquer ces codes, qui allons les gérer. C'est à nous de voir comment nous devons travailler pour servir la République. Vous connaissez que nous, en République démocratique du Congo, c'est le carriérisme, c'est le chacun pour soi. Donc, tout ce que je venais d'expliquer ici par rapport aux règles d'amortissement, tout ce que je venais d'expliquer ici par rapport aux avantages qu'offrent les nouveaux codes par rapport au développement du pays, ce sont les hommes qui doivent assurer les contrôles efficaces pour s'assurer que ces règles seront respectées par les miniers. Mais c'est là où ça pose problème. Vous savez que nous, la corruption en République démocratique du Congo a dépassé les seuils du tolérable. C'est là où je voulais interpeller les uns et les autres en disant que nous avons certes un code développementaliste, mais c'est maintenant les acteurs, ceux qui vont mettre ça en application, qui doivent veiller à ce que ces règles soient respectées. Je voulais ouvrir une parenthèse. Je te disais il y a quelques mois sur ce plateau, quand on parlait du rapatriement des 40% des devises, je te disais que ça ne sera pas fait. Ce n'était pas de la prophétie, c'était de l'analyse. Moi, je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Et je connais mon pays. Je connais comment ça se passe. Ça commence avec enthousiasme, comme les bicarbonates dans les légumes. À un certain moment, ça se calme. Donc, je voulais interpeller les middle et line managers en disant que la superstructure du pays, les top managers du pays, nous a donné un code qui est développementaliste. C'est maintenant que chacun à son niveau, au niveau du gouvernement, au niveau des administrations, puisse voir comment nous pouvons nous inscrire dans cette vision et faire que ces codes soient effectivement au service de l'État.
Parce que lorsque je parle des règles d'amortissement qui ont été revues, qui vont permettre qu'on puisse élargir l'assiette à ce qui concerne l'IBP, ce n'est pas le leadership du pays qui ira faire ces contrôles. Ces contrôles seront exécutés à un certain niveau. Alors, si ces gens-là ne parviennent pas à faire respecter ces règles, ça sera ça sera toujours les mêmes tares qui avaient accompagné les codes de 2002 qu'on va retrouver dans le cadre de la nouvelle législation. On a quand même plusieurs entreprises minières en République démocratique du Congo avec ce nouveau code. S'il est bien respecté, ça sera du chou vers chou. Parce que les problèmes, lorsqu'on parle du développement d'un État, lorsqu'on parle de politique publique d'un État, il ne s'agit pas seulement de leur mise sur l'agenda, mais il y a les acteurs de ces politiques publiques. C'est notamment les administrations, c'est notamment les gouvernements. Est-ce que nous aurons la détermination et le courage de faire appliquer ces codes que les premiers d'entre nous venaient de promulguer? C'est ça, tous les problèmes du Congo, c'est la gouvernance. Des bons textes, il y en a, mais qui va les appliquer? Nous banalisons tout. Nous ne savons pas que nous sommes la risée du monde. Nous avons un budget de 4 milliards de dollars, pendant que l'Angola en a au moins de 70 milliards de dollars. L'occasion faisant les larrons. Je pense que chacun de nous devait se ressaisir pour dire que cette fois-ci ou jamais, parce qu'avec avec cette manne qui vient de tomber, il y a un moyen de rentrer dans des grands projets de développement pour l'avenir de notre pays. Et je voudrais encore ajouter autre chose parmi les innovations, c'est qu'aujourd'hui, les sociétés minières ne peuvent plus exploiter les sites ou les gisements jusqu'à leur épuisement. Ils ont seulement, ou elles ont seulement un délai de 30 ans. Si vous n'avez pas fini l'exploitation, il faut renouveler les contrats avec l'État. Et ça, ce sont des innovations majeures. Ça profite à l'État congolais. Ça doit profiter à l'État congolais. Parce que moi, lorsque j'entends les amis qui disent que non, notre malheur, c'est l'Occident. Non, soyons sérieux. Lorsque les thèses sont mal défendues dans certaines de nos universités, quels sont ces Occidentaux qui avaient demandé qu'on puisse faire ça? Si les agents du fisc ne parviennent pas à faire respecter ces codes de douane, quelle est la responsabilité de l'Occident? Dans la Bible, il y a la parabole de la paille et la poutre. Cette parabole fait qu'avant de regarder ce qui ne va pas chez les voisins, commencez par vous regarder vous-même. Le développement d'un État, il a toujours été endogène. Mais chez nous, tout se fait selon les liens de sang et de sentiments. Ce qui est déplorable. Tout. Allez dans nos administrations. Comment les nominations sont faites? Le meilleur profil n'est pas un atout en République démocratique du Congo. Alors, je voulais dire qu'avec ce nouveau code, si nous voulons qu'on puisse atteindre les objectifs escomptés, il faut que nous puissions quitter la gouvernementalité, entrer dans la gouvernabilité. C'est-à-dire instaurer la méritocratie, et cette méritocratie doit reposer sur 3 piliers. Des études exigeantes, la bonne santé et suffisamment d'éthique. Et si on continue toujours avec le carriérisme, où les gens s'enrichissent sur les dos de l'État, je pense que ça ne va porter pas grand-chose. Dernière question, vous répondez en 30 secondes. L'application au cas par cas du nouveau code minier risque-t-il de favoriser la corruption? Il y a quelqu'un que j'ai reçu sur ce plateau qui m'a dit ceci. Avec l'application au cas par cas du nouveau code minier, il y a risque de favoriser la corruption. Est-ce vrai? Non seulement risque de favoriser, j'appuie celui-là, non seulement risque de favoriser la corruption, je crois que ça aura des répercussions très graves parce que la question minière dans tous les pays du monde est polygonale. Moi, je pense que lors du règlement minier, qu'on puisse mettre tout le monde devant la loi. Et à ce moment-là, lorsque la concurrence est loyale, vous verrez qu'il y aura de moins en moins de remords. Moi, je ne voudrais pas, je décourage qu'on puisse voir la situation au cas par cas. La loi doit rester impersonnelle et laisser les forces du marché jouer. Équitablement. Oui, parce que c'est un secteur très sensible. Les multinationales font partie des acteurs du droit international. Nous disons à ces multinationales que nous, les Congolais, nous devons bénéficier de ce que Dieu nous a donné. C'est ça la théorie des avantages comparatifs. Parce que la question minière dans tous les États a toujours été polygonale. Elle peut avoir des conséquences au-delà du secteur économique. La matière, elle est tellement abondante. On aura une autre émission pour nous étaler là-dessus longuement.
Merci Godin Poyi. Oui, mais dans l'ensemble, nous sommes contents de ces codes. Tout ce que nous prodiguons comme conseil, nous connaissons comment ça se passe chez nous. Les bons textes, on en a depuis l'indépendance, mais qui les met en pratique? C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème. Nous avons un problème gouvernantiel. Les textes n'ont pas de problème. Et ce problème n'est pas au niveau du top management de l'État. C'est plus au niveau des middle, des lines. C'est là où il y a des prébendiers, des gens qui pensent que la République, c'est leur poche. On a parlé aujourd'hui de la promulgation par les chefs de l'État du nouveau code minier en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, c'est toujours sur Télé 50, surtout avec le même plaisir. À très bientôt.